Dans ce 8e épisode de Sur les routes de la sociologie, on prend un chemin de traverse, celui qu'arpente Thibaut, sociologue des marges et ethnographe de la rue, randonneur méthodique des zones grises et marcheur discret des galeries marchandes autant que des squats de fortune. Avec lui, on quitte les sentiers battus de l'université pour aller là où la sociologie se fait à hauteur d'homme, dans l'espace public, surtout quand il est détourné, réapproprié, parfois déserté, mais jamais neutre. Thibaut nous raconte comment, de ses premières escapades en colonie de vacances, à ses longues immersions sur les bancs de l'Intermarché ou dans les rues de Nancy, il s'est peu à peu construit un regard affûté sur les trajectoires des sans-abri. Au fil de l'entretien, on comprend que le sociologue ne se contente pas de décrire les processus de l'exclusion, il les étudie, carnet en main, pour mieux en saisir les règles et les exceptions. On parle avec lui de marginalité, centres commerciaux squattés, stratégie d'invisibilisation, mais aussi sociologie embarquée et jeu d'équilibre entre recherche critique et politique publique. Bref, un épisode à écouter en marchant ou en zonant, si vous préférez. Ma première question, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Très bien, bonjour. Effectivement, en quelques mots, c'est toujours assez difficile de le faire, mais un exercice de synthèse qui peut être intéressant. Donc, je suis Thibaut Bézosi, originaire de Nancy, dans le grand est de la France, et donc chercheur en sociologie, docteur en sociologie depuis fin 2015. Ça fera 10 ans cette année. Et voilà pour le dire brièvement. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire de la sociologie? C'est une grande question. Et d'ailleurs, quand on fait de la sociologie, on s'aperçoit que ce qui nous amène à faire des choix ici, un choix de l'ordre des études, choisir ses études après le bac, le regard sociologique nous invite un petit peu à se poser la question des déterminismes sociaux qui ont pu peser un petit peu sur ce qu'on appréhende a priori comme des choix libres et éclairés. Dans mon cas, j'ai eu l'impression à 18 ans, juste après le bac, d'aller à la fac de lettres, un peu par hasard, faire de la sociologie parce que j'avais un copain à l'époque avec qui j'avais passé le BAFA, ce qui est pas neutre d'ailleurs, peut-être sur d'autres éléments, on en reviendra. J'ai été socialisé à l'éducation populaire assez jeune, donc j'ai rejoint un copain en sociologie. Il m'intéressait aussi de faire la fac d'histoire, peut-être, ou une fac d'anglais. Enfin voilà, je savais pas trop, comme plein de jeunes à 18 ans, ce que je voulais faire. Et avec le recul et avec les années de sociologie, et on re-questionne évidemment, c'est le point de départ de la sociologie, on re-questionne finalement notre milieu social d'origine. Et il se trouve que ma mère était retraitée maintenant, institutrice. Mon père était retraité aussi aujourd'hui, cadre de formation dans l'insertion professionnelle. J'ai une grande sœur et un petit frère. Et en réalité, ma grande sœur a fait des études de psychologie. Mon petit frère a fait des études de sciences de l'éduc. Et moi, j'ai fait de la sociologie. Il me semble quand même qu'il y a un peu de déterminisme social derrière tout ça et des formes de reproduction sociale, comme dirait l'un des maîtres à penser de la sociologie, Pierre Bourdieu. Et donc, voilà, j'ai eu l'impression de faire ce choix à la fois un peu avec des éléments qui me paraissaient être du hasard. Et en réalité, je pense que très tôt, dès notre adolescence, dans les repas de famille ou dans ce que j'ai pu observer du comportement de mes parents, les discussions qu'on pouvait avoir, je pense que des questions d'ordre social, si ce n'est peut-être un petit peu sociologique. Mon père avait fait des études de sociologie un petit peu aussi. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui irriguait un petit peu notre éducation. Voilà, donc je suis peut-être pas arrivé là tant par hasard que ça. Et puis très tôt, j'enchaîne puisque il me semble que c'est lié. Très tôt, j'ai été dès la première année, alors que j'étais pas un étudiant très assidu et très brillant au lycée, j'ai été fasciné dès la première année de sociaux par des enseignants
Je pense à Hervé Marchal, qui est devenu après mon directeur de thèse, qui est aujourd'hui un collègue et ami. Je pense aussi à Sébastien Cher, qui est parti de Nancy ensuite, qui a été nommé professeur à Grenoble. Voilà, c'était deux figures pour moi très importantes à l'université de Nancy, des orateurs qui m'ont passionné en fait très tôt à la sociologie, et dès la première année, je me souviens avoir dit mais c'est génial, et je lisais des livres comme j'avais jamais lu en réalité au lycée, et je me suis dit mais moi je veux être sociologue, voilà, très tôt, mais un petit peu avec ces figures paternelles, enfin c'est une paternité spirituelle, mais voilà, donc ça a démarré comme ça. Vous avez aussi parlé de l'éducation populaire. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'importance de cette socialisation à l'éducation populaire? Est-ce que ça conduit à une participation, à une association ou à un engagement associatif particulier? Oui, je pense, on y viendra tout à l'heure. C'est souvent une question qui m'est posée puisque ça va faire 8 ans bientôt que je travaille sur la rue, et les gens qui y vivent ou qui s'y déploient au quotidien, sans abri, sans domicile, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on y reviendra. Et quand je présente mes travaux ou je fais des conférences, on me demande souvent mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet-là? Donc j'ai été amené moi-même à faire ce que Bourdieu, là encore, je cite beaucoup Bourdieu, que je sois pas spécialement bourdieusien ni dans mes méthodes, ni finalement dans le regard sociologique que j'adopte sur le monde. Néanmoins, Bourdieu reste incontournable, parce qu'il appelait la socio-analyse. Et donc à un moment donné, j'ai dû réfléchir aussi à me dire mais c'est vrai. Parmi la myriade de sujets d'études qu'on peut étudier, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé à celui-ci, et qu'est-ce qui fait que je déploie les méthodes ethnographiques que j'aime déployer. Et il me semble que cette socialisation à l'éducation populaire, alors c'est des grands mots, l'éducation populaire, mais en réalité, très tôt, et c'est encore familial, là, j'ai baigné dans des colonies, des camps de vacances, depuis mes 3 ans jusqu'à mes 21, 22 ans, puisqu'à 17 ans, j'ai passé le BAFA, avec les CMEA, c'est pas neutre. Voilà, il y a plein d'organismes qui distillent les formations BAFA, mais les centres d'éducation aux méthodes d'éducation active, enfin, je bredouille un peu l'acronyme, là, mais les CMEA sont très sensibles à ça, et là encore, il me semble qu'avec donc mon père et des amis à lui qui étaient également formateurs BAFA au CMEA et dans le secteur de l'insertion pro et de l'éducation populaire, voilà, très tôt en réalité on a baigné, on allait en vacances, mais c'était des camps de vacances formateurs d'un point de vue humain, quoi. Donc je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi sur les sujets d'études des choses qui relèvent d'une quête très très tôt. J'ai été, mais comme plein d'enfants, un enfant qui teste les limites, qui cherche finalement la raison des normes. Il faut faire comme ça, faut faire comme ci. Et l'explication, vous savez, il y a plein de gamins qui disent mais pourquoi? Et bien souvent, on nous répond dans le processus éducatif, des autorités parentales, mais pas uniquement, ils nous disent parce que c'est comme ça. Alors il y a la norme et il y a les règles. Mais entre les deux, et c'est un questionnement qui m'a pas perdu, parce que peut-être, qui m'a jamais quitté. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants qui testent les limites, mais à un moment donné, je sais pas, en grandissant, ils s'y font. Moi, il me semble à 36 ans aujourd'hui que je cherche toujours parfois les limites. J'ai eu des expériences personnelles dans les marges, de manière très générale de le dire, mais pas si marginal que ça finalement, mais en tout cas j'ai une appétence pour ça, et il me semble qu'il y a cette idée qui me travaille de chercher personnellement en fait, mais je le projette sur mes objets d'études derrière, de chercher comment on peut finalement s'écarter de ces normes, faire autrement, sans être non plus en dehors de la règle, sans être dans l'illégalité. Il y a plein de chemins pour arriver à des buts, et il y a des chemins balisés, normalisés, et certainement d'autres chemins. Et il me semble que j'y trouve voilà, bon, il y a tout un processus encore de psychanalytique peut-être à continuer sur ce sujet, et c'est l'œuvre d'une vie, mais il me semble que je me sens à l'aise dans des chemins de traverse, on pourrait dire.
Il y a une expression qui est parlante en sociologie, qui est cette marginalité séquente. C'est-à-dire qu'on peut, et Henri Lefebvre en parle lui aussi avec la métaphore de la crête, le haut des cimes qui finalement est à la frontière de deux mondes. La marginalité séquente, c'est une manière d'être à la fois dedans et dehors, et on retrouve cette idée d'être pas forcément toujours dans les normes, sans néanmoins être en dehors des règles. Voilà des questionnements qui me travaillent personnellement, et qui donnent du sens aussi à mes recherches. Et très concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour mener vos recherches ethnographiques auprès des sans-abri? En fait, pour pouvoir les interroger, aussi trouver les enquêter? Est-ce que vous êtes passé par les travailleurs sociaux ou des éducateurs de rue? Comment on fait, en fait, concrètement, pour entrer dans ce terrain? Je viens de Lorraine, de Nancy, et vous le savez certainement, la Lorraine est une région anciennement, ça l'est toujours un petit peu sidérurgique, très ouvrière, avec les aciéries, etc. Et je viens particulièrement d'une petite ville près de Nancy, Neuve-Maison, qui a baigné dans cette culture ouvrière, parce qu'on y retrouve, et l'usine, l'aciérie existe encore, mais il y avait également une mine de minerai de fer, et donc toute une industrie qui tournait autour de ce monde ouvrier. Et j'ai commencé à m'intéresser aux survivances, parce que dans les années 60 et 70, ce monde industriel était en déclin, du moins ce secteur. Et donc au début de mes études, enfin en troisième année de licence, je me suis intéressé à des survivants de cette époque, finalement des personnes âgées qui squattaient, il n'y a pas d'autre mot, dans les galeries d'un Intermarché dans ce village-là. J'ai voulu comprendre, mais c'est toujours les mêmes personnes âgées qui sont là, des hommes, des femmes, qui s'assient sur des bancs, qui discutent, sont là tous les jours, n'achètent rien du tout. Et comment ce lieu devient pour eux un lieu repère, et qui sont ces personnes et qu'est-ce qui se joue, quoi. Question sociologique finalement assez banale, mais objet assez inconnu de la sociologie, bon, si ce n'est les survivances culturelles. Et donc j'ai déployé ce sujet sur plusieurs années, et j'ai fini par mener ma thèse sur les centres commerciaux de centre-ville, où on retrouve là encore, notamment à Nancy, au centre commercial Saint-Sébastien. C'était l'objet de mon premier livre après ma thèse. Des personnes vieillissantes, hommes et femmes, parfois avec des origines culturelles nationales différentes, italiens, portugais, maghrébins, qui se retrouvent dans ces galeries marchandes. Des gens qui sont en fait assez précaires, ou du moins à minima issus des catégories populaires, et qui viennent là, entre autres mille raisons, mais comme on peut s'y attendre, hein, parce que relativement isolés socialement, en proie à la solitude, après l'épreuve du veuvage ou simplement le passage à la retraite, la cessation de l'activité professionnelle. Tout ça pour vous dire que on a là les germes de ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'espace public au départ, des espaces du moins accessibles au public, et des publics précarisés d'une manière ou d'une autre, qui se l'approprient et qui en détournent le sens premier. Et ma thèse, c'était grosso modo, qu'est-ce qui se joue de social dans un centre commercial? Qu'est-ce qui se joue de proprement social? Et on a là, en fait, je le disais parfois, des révolutionnaires qui s'ignorent, parce qu'ils prennent complètement à contre-pied les logiques marchandes, impersonnelles, fonctionnelles, utilitaires qu'on retrouve très majoritairement dans un centre commercial, où c'est le règne évidemment de l'argent, du profit, de la rationalité économique. Et s'il joue là des relations proprement personnelles, avec des rapports de dons et de contre-dons, enfin tout ce qui est en opposition totale avec le capital. Et donc on a finalement, je suis venu après, mais à la faveur d'une opportunité, on est venu chercher les équipes de sociologues à Nancy, et ça m'est tombé dessus, une expertise sociologique pour réfléchir aux questions de sans-abrisme et à l'urgence sociale. Mais en fait, le lien, il paraît pas évident. Mais on est toujours dans l'espace public et on a toujours affaire à des populations précaires, marginalisées, qui, en l'occurrence là plutôt par défaut, contraints, détournent les fonctions et usages premiers dévolus à l'espace public. Et donc voilà comment j'en suis arrivé à ce sujet-là d'un point de vue épistémologique. Là, on n'est plus sur le volet psychanalytique dont j'ai un petit peu parlé. Après se pose le deuxième volet de votre question, c'est-à-dire comment on se dépatouille, comment on se débrouille, comment on bricole pour mener l'enquête en réalité. Et là j'ai été marqué très tôt aussi par l'école de Chicago en sociologie, et
et ces chercheurs et ces chercheuses qui font de l'observation participante, qui vont sur le terrain, qui se contentent pas d'étudier un objet, ce qui peut être très intéressant par ailleurs, hein, mais d'un point de vue quantitatif, en restant dans leur bureau. Je pense que tout ça est très complémentaire, hein, mais voilà, chacun travaille avec ses outils, et ça permet d'éclairer différemment des réalités semblables. Parfois d'ailleurs en ayant des résultats contradictoires, mais qui ne sont contradictoires qu'en apparence, puisqu'ils dépendent précisément de la manière dont on éclaire l'objet qu'on veut étudier. Donc on est dans le champ des sciences humaines, et parfois des contradictions apparentes n'en sont pas forcément. Ça dépend de l'échelle et de la manière avec laquelle on analyse des objets. Et donc j'en suis venu à faire de l'ethnographie, une méthode anthropologique en réalité. J'ai poussé les choses assez loin sous la direction d'Hervé Marchal, toujours. Chose que j'avais déjà faite au centre commercial. Hein. En fait, au centre commercial, je suis allé m'asseoir avec ces personnes âgées et discuter avec elles pendant 8 mois. Et rebelote dans la rue au début de cette enquête. On est en 2017 désormais. Durant tout l'hiver 2017-2018, pendant 8 mois, je suis allé quotidiennement dans la rue avec les personnes que je trouvais. Et précisément, pour répondre à votre question encore plus en détail, l'enjeu pour moi, c'était pas justement de passer par les services sociaux, par les travailleurs sociaux. Quand on s'intéresse à un objet, on commence par lire, voir un petit peu ce qui a existé sur le sujet pour pas arriver démuni. Alors, il y a une école quand même américaine, celle de la grande dette théorie d'Anselm Strauss, de Glaser, qui est un petit peu différente et qui consiste à dire on va sur le terrain vierge. Et de là, on fait émerger de la théorie et à se méfier aussi un petit peu des prismes qu'on pourrait avoir si on lit trop avant d'aller sur le terrain. Néanmoins, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et bref, dans ce petit état de l'art de la littérature, sur la question du sans-abrisme, de l'urgence sociale, des sans-domicile, de l'espace public, j'avais pu constater que les personnes qui sont devenues mes collègues ensuite, sur ce sujet, on se connaît, on est une quinzaine en France, hommes et femmes à travailler en sociologie précisément sur ces questions-là. La majorité des travaux que je pouvais lire, bien souvent les chercheurs et chercheuses passaient observer des structures sociales ou bien mener des entretiens, mais dans des services sociaux, présentés, hein, sous-entendu, ils étaient introduits par des travailleurs sociaux, et sous-entendu encore plus, mais ça porte à conséquence, identifiés à des travailleurs sociaux, ou en tout cas, on recueille une parole dans un contexte institutionnel qui est susceptible d'être, rapporté aux travailleurs sociaux et qui engage évidemment, parce que on a affaire à des gens qui jouent leur vie dans l'accompagnement social. Et donc évidemment, et ça on l'a montré, ils développent aussi des stratégies de présentation de soi, des stratégies de récit, des choses qu'ils disent et qu'ils disent pas en fonction de l'interlocuteur et des enjeux, de ce qu'ils veulent obtenir ou non. Non pas qu'ils soient particulièrement dans la duplicité. En fait, on fait tout ça dans nos rapports aux institutions. On sait bien quand on va aux impôts, si on a un doute, on parle pas de ce truc-là, ou alors on le déclare autrement. Bref, on y réfléchit, quoi, on rationalise. Et donc, en réalité, j'ai voulu fonctionner autrement, en passant par le bas, par la rue. Et j'ai commencé par rencontrer des personnes donc qui faisaient la manche, en ayant cette idée un petit peu naïve que les gens qui font la manche sont sans domicile, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et puis de fil en aiguille, de groupe à groupe, de personne à personne, j'ai fini par faire ma place dans ce petit monde-là, en me présentant comme étudiant, en tout cas comme quelqu'un qui menait un travail universitaire, non pas sur les SDF, ce qui aurait pu être stigmatisant, mais sur la rue. Et puis en précisant progressivement que ça ne s'agissait pas d'écrire un roman, mais bien d'un travail documentaire, et puis après en employant les termes de sociologie, puisqu'on apprend, en tout cas on se doute aussi que les psychologues, les sociologues, ça peut être quelque chose qui freine un petit peu la parole, ou en tout cas qui la conditionne, qui la tord. Donc je me suis présenté en personne en fait, et puis d'abord dans un rapport très familier avec les gens que je rencontrais, qui sont devenus mes informateurs, comme on les appelle dans la tradition ethnographique, en fumant des cigarettes avec eux, en m'asseyant, en parlant de musique, en parlant de voyage, en parlant de plein de choses en fait, mais dans un rapport très très horizontal. L'enjeu étant d'abord de nouer une relation, qu'on appelle relation d'enquête, avant de sortir le magnéto et de mener un entretien. Et quand je dis avant, là, ça m'a pris 2 ou 3 mois avant que je commence à mener des entretiens formels. Et donc les gens finalement ont fini par nouer des liens affinitaires. Alors se posent d'autres questions en termes de distance à l'objet, de neutralité axiologique, etc.,
qui se pose pour tous les ethnographes. En tout cas, voilà comment j'ai procédé et pourquoi j'ai procédé comme ça, c'est-à-dire pour accéder d'une certaine manière aux coulisses de la vie sans domicile, sans abri, à l'envers du décor, et finalement aussi accéder à une autre connaissance que ce que pouvaient me dire les travailleurs sociaux, parce qu'il y a des travaux de recherche intéressants qui parlent des sans-abri, mais qui n'interrogent finalement quasiment que des professionnels. Donc on a là encore un billet de plus sur finalement la connaissance qu'on peut produire, qui est de seconde main, si je puis dire, à travers le regard et la bouche des pros. Mais évidemment, les pros, quand bien même parfois ils sont au SAMU social, ils font de l'allée vert, comme on dit, donc ils interviennent dans la rue. Finalement, l'expertise, parce qu'il faut pas nier leur expertise, ils connaissent très bien ces publics-là et ils ont un regard qui est indispensable sur le sujet. Néanmoins, leur expertise est partielle, elle est biaisée parce qu'ils n'ont de rapport que professionnel finalement avec eux. En tout cas, la grande majorité du temps. L'enjeu, c'était d'avoir un autre type de rapport pour recueillir d'autres discours et d'autres comportements. Vous avez parlé de l'appropriation de l'espace urbain, aussi de détournement de l'espace urbain, à la fois dans vos travaux sur les centres commerciaux, mais aussi dans la rue. Et il y a une dimension importante, alors peut-être pas dans les centres commerciaux, mais dans le sans-abrisme, c'est la dimension masculine de ces sans-abri. Et du coup, est-ce que dans votre travail, vous avez questionné ce rapport-là et cette dimension du genre dans cette forme un peu particulière de l'appropriation de l'espace urbain? D'abord, j'ai pas adopté un prisme, une lecture spécialement genrée des rapports sociaux et des modalités de survie et des rapports spatiaux, en fait. C'est là où votre question elle est double. Par contre, ça reste incontournable. C'est-à-dire, c'est pas un prisme prioritaire que j'ai adopté. Néanmoins, on constate de fait, et là pour le coup, c'est inductif. On revient un petit peu aux grandes théories. C'est le terrain qui nous dit des choses. Et il y a un risque des théories du genre comme d'autres théories que de venir plaquer finalement le genre et la lecture genrée des rapports là où parfois la question de la survie se pose à un niveau plus anthropologique et pas toujours, en tout cas pas uniquement genré. Les besoins vitaux sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Cela dit, et vous faites bien de nous amener à cette dimension. J'ai des collègues, je pense à Marie Loison notamment, Marine Morin qui a fait sa thèse aussi sur le sujet, j'en oublie, je m'en excuse, qui ont travaillé précisément sur le sans-abrisme au féminin et qui montrent notamment Marie Loison avec Gwenaëlle Perrier et Maryse Marpsat déjà en son temps en 99 montraient comment le travail social et l'accès, les modalités d'accès à l'hébergement, dans la mesure où les places sont pas illimitées, il y a des critères subtils de vulnérabilité qui permettent de trier des degrés d'urgence, ou en tout cas des publics prioritaires dans l'accès à l'hébergement ou au logement. Et évidemment, le monde de la rue étant masculin, mais pas uniquement, enfin il est pas que masculin, mais à dominante masculine, mais s'il joue aussi des rapports parfois de prédation, en tout cas il s'y joue des formes de violence, notamment dues à la survie, hein, à ce contexte-là, si bien que les femmes sont particulièrement, c'est une réalité, sont plus exposées, elles sont plus vulnérables que les hommes, notamment au risque d'agression verbale, psychologique, physique, sexuelle, à toutes ces modalités de violence. À ce titre-là, elles sont relativement mieux protégées que les hommes contre le risque d'arriver à la rue. Si bien que ces travaux nous montrent que si on considère l'ensemble des sans-domicile, c'est-à-dire grosso modo aujourd'hui, on va avoir la prochaine enquête de l'INSEE 2025 qui va sortir sur le sujet, qui va nous donner des chiffres beaucoup plus précis. La dernière date de 2012. Mais on avait grosso modo 40-45% de femmes parmi les sans-domicile. Sachant que la grande majorité des sans-domicile sont hébergés en réalité dans le parc d'hébergement social. Seuls 15-20% des sans-domicile, c'est la fourchette haute, sont sans abri au sens propre. C'est-à-dire qu'ils dorment dans des lieux non prévus pour l'habitation, des tentes, des parkings souterrains, le métro, des cages d'escalier, des halls d'immeubles, et parfois même la rue, quoi. Et donc, par contre, parmi les sans-abri, donc cette frange minoritaire des sans-domicile qui est pas dans le parc d'hébergement social, là, le nombre de femmes diminue drastiquement. On n'est plus à 40-45%, on est plutôt à 12, 15, à Nancy, ça oscille entre 12 et 15%, quand on regarde les chiffres de la fréquentation de l'accueil de jour. Donc finalement, le monde des sans-abri au sens propre est
d'autant plus masculin. Cela dit, ces femmes, elles sont d'autant plus exposées dans ce monde-là. Et on s'aperçoit qu'il y a deux grandes stratégies, si je puis dire, de survie qui sont adoptées par ces femmes compte tenu de leurs conditions de femmes. Là, le prisme genré, pour le coup, est fonctionnel. L'une qui consiste à s'invisibiliser, qui a été largement mise en évidence, hein, notamment par Marie Loison, Marine Morin, c'est-à-dire des femmes qui, pour s'exposer le moins possible, dissimulent le plus possible leurs conditions de sans domicile, notamment dans la manière qu'elles ont de s'habiller, de se comporter, mais aussi dans les lieux qu'elles ont de fréquenter. Je comprends là votre question. C'est-à-dire des lieux où elles peuvent passer pour Madame Tout-le-Monde. Et puis elles vont éviter aussi des groupes et des lieux typiquement identifiés comme les lieux de la zone, hein, comme disent ceux que j'appelle les gars de la rue. Et l'expression est parlante, puisqu'il s'agit pas de dire qu'ils sont à la rue, mais ils sont de la rue. Là, il y a une culture de la rue qu'il faut chercher à comprendre, qui est d'ailleurs pas toujours reliée au sans-abrisme. Il y a des gars de la rue qui ont un logement, qui ont plutôt des rapports avec la toxicomanie, les addictions ou avec l'expérience carcérale, qui vont se définir comme de la rue. C'est pour ça que je me permets de parler de culture. Je pense pas qu'il y ait de culture du sans-abrisme. Ça fait d'ailleurs consensus parmi mes collègues. Par contre, il me semble qu'il existe une culture de la rue, notamment autour de ceux qui s'appellent les zonards. Et là, il faut se référer aux travaux de Tristana Pimor, mais aussi aux travaux de Jérôme Bauchet, qui ont pu approfondir tout cela. Si bien que l'autre manière de survivre en tant que femme dans la rue, c'est de surjouer les codes masculins, au contraire. C'est-à-dire qu'on a là des femmes qui vont être en survêt, casquette, basket, et qui vont se bagarrer comme des bonhommes, hein, entre guillemets, qui vont surjouer les codes de la virilité, etc. pour, là encore aussi, finalement s'adapter à ce monde-là et se protéger. Enfin, c'est encore une manière de survivre, mais non plus en se dissimulant, là, mais voilà, parmi les anecdotes que je raconte parfois de cette enquête de terrain qui a été assez poussée, hein, j'ai passé plusieurs centaines d'heures dans la rue à faire la manche, à boire des coups avec les gens de la rue, à suivre leur quotidien, en réalité, sans aller jusqu'à dormir dehors. Une fois que les gens se couchaient dans leur squat ou dans leur cage d'escalier, je n'allais pas les regarder dormir. Bon, c'est aussi une limite personnelle, hein, que j'ai pas réussi à dépasser. Je l'ai fait plus tard, j'ai dormi dans certains foyers, etc., que j'ai étudié par la suite. Bref, la seule fois où j'ai subi un acte de violence, c'est une femme qui m'a mis une tarte dans la figure. J'ai vu des femmes se battre et mettre à terre les hommes et gagner la baston, quoi. Hein. Voilà, parmi ces femmes qui sont pas dans la stratégie d'invisibilisation. Pour qu'on ait un regard peut-être plus précis sur votre parcours professionnel et comment vous vous situez en tant que sociologue, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre lien avec le milieu universitaire et comment vous répartissez vos activités à l'université et votre travail avec les institutions ? En fait, c'est difficile d'y répondre parce que sur la durée, c'est des positionnements qui sont amenés à changer en fonction de ce qu'on fait. En réalité, au départ, je suis universitaire, donc au sens où j'ai un doctorat de l'université. Et puis j'ai mené un premier post-doctorat à l'université de Lorraine, à Nancy, au laboratoire 2L2S, à l'époque le laboratoire Lorrain de sciences sociales, qui s'appelle le TETRAS maintenant. Et donc là, on est en 2017-2019, mais c'était déjà un post-doctorat qui était financé par des acteurs publics, notamment l'État, à l'époque la cohésion sociale, mais aussi les collectivités territoriales, les conseils départementaux, métropoles, municipalités, et puis les opérateurs de l'action sociale qui s'occupent des gens de la rue, notamment des foyers d'accueil de jour, du SAMU social. Ici, l'association ARS, en l'occurrence, Accueil et Réinsertion Sociale à Nancy. Donc ils se sont alliés, si je puis dire, en tout cas, ils se sont réunis financièrement pour constituer une enveloppe qui passe par l'université, et l'université, le laboratoire, embauche un chercheur, en l'occurrence moi, pour mener un travail sur une vingtaine de mois, qui répond d'une certaine manière, non pas à une commande, parce que, enfin, on pourrait dire une commande, mais en réalité, le projet de recherche a été co-construit avec ces acteurs institutionnels, donc quelque part, on a produit la commande, en tout cas, il y a une feuille de route qui a été co-construite avec ces acteurs, ce qui est important, hein, dans la manière de travailler avec des acteurs, ici des acteurs publics. Quand on a des acteurs privés, parfois c'est directement une commande. Voilà, il y a un cahier des charges, paf, et puis on y répond. Ce qui pose des questions en termes d'éthique scientifique, en termes de propriété intellectuelle, en termes de censure potentiellement, etc. Là, c'était pas le cas puisqu'on travaillait dans un contexte universitaire avec la propriété intellectuelle des travaux. Et donc là, d'une certaine manière, la sociologie, j'aime le dire comme ça,
et l'université derrière elle, vient se mettre non pas au service des collectivités locales et des acteurs publics, mais aux côtés, ce qui change pas mal de choses, aux côtés de ces acteurs-là. Au service, ça voudrait dire qu'on n'a plus de sens critique et d'autonomie, et puis on vient montrer ce qu'ils ont envie de montrer, parce qu'il y a des enjeux quand même politiques, pas forcément électoraux, quoique pour certains ils sont électoraux, pour d'autres ils sont politiques ou administratifs. En tout cas, il y a des enjeux, et ces enjeux-là, on doit les comprendre, certes. Quand on fait de la recherche, c'est pas directement de la recherche-action, mais c'est de la recherche avec les acteurs. De ce point de vue-là, on doit essayer de comprendre leurs enjeux, parce que parfois il y a des non-dits aussi dans ce qui est demandé. Là, typiquement, avec les collectivités locales, l'enjeu prioritaire est évidemment de s'appuyer sur une connaissance méthodologiquement construite et empiriquement fondée, issue de la sociologie, pour améliorer le système d'assistance, pour le dire vite ici. Donc c'est des travaux de recherche assez fondamentaux, qui se déclinent néanmoins sur des préconisations, des recommandations, des pistes d'action qu'on soumet à l'issue du travail à ces acteurs opérationnels, qui n'ont que faire d'une certaine manière de nos questions sociologiques. Ça, c'est notre arrière-cuisine, mais qui en veulent des retombées opérationnelles, qui veulent faire leur cuisine avec ça d'une certaine manière. Je leur disais d'ailleurs, et il me semble que c'est un positionnement qui est intéressant à adopter, je leur disais que d'une certaine manière, le chercheur devient un commis de cuisine qui découpe des ingrédients, qui propose des recettes, bon, mais c'est eux qui font la cuisine, et c'est eux qui vont choisir les recettes qu'ils ont envie de mettre en œuvre, et d'une certaine manière, c'est plus la responsabilité du chercheur. Alors, c'est un peu trop dichotomique, dit comme ça, c'est un peu trop séparé, parce que en réalité, on a quand même une responsabilité éthique dans ce qu'on va dire de nos informateurs. Dans un travail de Philippe Bourgois, qui est resté célèbre en quête de respect, le crack à New York, Bourgois cite une anthropologue dont le nom m'échappe, qui dit faites attention, quand vous travaillez sur les pauvres, tout ce que vous pourrez dire sur eux pourra se retourner contre eux. Et effectivement, il faut avoir une certaine responsabilité dans la manière qu'on a de présenter nos travaux. Typiquement, moi je rendais pas compte de l'emplacement des squats, du nom des dealers et des points de deal, par exemple, auxquels j'avais eu accès, même si c'est pas mon sujet, en suivant les personnes, quoi. Et, par contre, il y a des logiques analytiques plus générales, plus transversales, dont on peut rendre compte, qui sont dès lors impersonnelles et déspatialisées d'une certaine manière. Donc voilà comment on évite un petit peu des pièges. Mais je m'étais rendu compte aussi au fur et à mesure que derrière ces attentes officielles envers la recherche, il y avait des attentes officieuses. Et ça a fait l'objet d'une publication d'ailleurs dans la revue Espace, Population et Société, où je montre que, évidemment, notamment au niveau de la municipalité et de la métropole, il y a des enjeux sécuritaires aussi. Et assister, derrière, c'est aussi donc mieux assister, c'est aussi mieux invisibiliser les publics, les sortir de l'espace public, parce que considérés comme insécuritaires, enfin comme proprement producteurs de violence, ou au moins, c'est un peu mieux dit, générateurs d'un sentiment d'insécurité, d'anxiété, etc. Et donc il y a quand même des enjeux et potentiellement des enjeux sécuritaires et potentiellement des usages plus répressifs de la recherche, desquels il faut se méfier quand on n'est pas dans de la recherche académique uniquement et qui reste dans l'université. Donc faire descendre l'université dans la cité, ça a des intérêts, je trouve, parce que d'une certaine manière, nos travaux peuvent avoir des retombées opérationnelles. Néanmoins, attention au détournement d'usage, aux usages sociaux de la sociologie, comme aime bien dire Hervé Marchal, qu'on peut pas toujours maîtriser. Est-ce que vous pourriez revenir concrètement sur les missions que vous avez menées auprès de ces institutions pour qu'on comprenne bien quel était le travail demandé, ce que vous avez fait et ce que vous avez proposé? Bon, bah là, vous l'aurez compris, sur cette mission-là, voilà, il y avait des constats de la part des associations en 2017, notamment à l'accueil de jour, au SAMU social, qui partent de constats quand même fondés de la part des travailleurs sociaux qui ont leur expertise, je le rappelais tout à l'heure, ils disent c'est quand même, on a du mal à capter certains publics, ça a changé, les réalités ont changé, il y a de plus en plus de jeunes, il y aurait de plus en plus de jeunes, il y aurait de plus en plus de femmes, il y aurait de plus en plus de polytoxicomanie, de non-recours à nos services. On voudrait mieux comprendre pour mieux aider. Donc là, bon, bah voilà, je vous ai raconté un petit peu comment on traduit d'une certaine manière ces questions opérationnelles, ces questions sociales, on les traduit en questions sociologiques. Derrière, nous, on vient y mettre des méthodes et du concept. Ça, c'est notre arrière-cuisine. Des résultats sociologiques qui en ressortent en termes d'enjeux identitaires, de logique symbolique, de recours ou non à l'assistance. Tout ça, c'est notre cuisine. On retraduit ces résultats
en préconisation opérationnelle. Là, je m'appuie sur les termes de Calon, Lascum, dans un bouquin qui a fait date au début des années 2000, dans Agir dans un monde incertain, où il parle de ces procédés de traduction quand la science finalement se met au service de la société, au service ou aux côtés, encore une fois, plutôt de la société. Donc il y a ces enjeux de traduction. Ensuite, de ces préconisations, je vais dresser les fils parce que vous verrez que j'ai été amené parfois à mon corps défendant et avec le recul, en y perdant quelques plumes, mais c'était aussi formateur. J'ai été amené ensuite à travailler dans d'autres contextes, non plus universitaires. J'y viens. Entre 2020 et 2022, donc, on est sur un deuxième post-doctorat, deuxième mission de 2 ans, toujours avec les mêmes acteurs, mais qui cette fois se sont dit, bon bah super, on a une connaissance localisée, très fine de la situation, on a des préconisations dont certaines qu'on veut retenir. Bon bah on va reprendre notre chercheur, notre équipe de chercheurs, parce que je bossais avec Hervé Marchal, et puis je tiens à le dire quand même, avec des réseaux de recherche à Saint-Étienne, à Lyon, à Paris, qui ont eu la gentillesse de m'inviter aussi à un moment donné dans leur cercle. Je pense au réseau aux frontières du sans-abrisme qui était chapeauté par Pascal Pichon, qui est aujourd'hui retraité, mais qui est une sommité incontournable de la recherche sur le sans-abrisme en France. Je pense à des chercheurs parisiens comme Julien Damon, Patrick Brunto, à des grands colloques universitaires. Enfin voilà, quand on parle de communauté scientifique, là, ça a du sens à un moment donné aussi. Donc je réfléchissais pas tout seul dans mon coin, encadré par Hervé Marchal, quoi. Néanmoins, pour les acteurs institutionnels dont on parle, c'est à nous qu'ils ont affaire. Donc on reprend nos 2 chercheurs et puis on leur demande d'approfondir, mais je me suis aperçu que c'était secondaire pour eux. Ce qu'ils nous demandaient surtout, c'était de mettre en œuvre. Et on devenait non plus des chercheurs, mais des chargés de projet, quoi. Enfin, je dis on, là c'était surtout moi, Hervé, il m'aide à réfléchir par moment, mais évidemment il a plein d'autres activités. Et donc j'étais un peu pris au piège. Moi, j'ai redéveloppé un programme de recherche, super, mais je me suis aperçu. D'ailleurs, ce deuxième rapport, il n'a pas eu la même audience que le premier rapport de 2019, parce que en réalité, ce que voulaient ces acteurs à ce moment-là, c'était que j'accompagne notamment la mise en œuvre d'un dispositif expérimental, le village d'insertion. J'ai écrit quelques articles dessus, qui a pris la forme de choses que j'avais préconisées pour essayer de toucher ces publics les plus marginalisés, qui ne recouraient plus aux services sociaux, qui n'étaient pas en capacité ou pas en volonté de s'inscrire dans un parcours de réinsertion, mais on n'allait pas quand même les laisser sur la touche parce qu'ils sont pas capables ou pas en volonté, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait néanmoins? Et on a monté des choses expérimentales comme ça. On a monté aussi dans les territoires plus ruraux autour de Pont-à-Mousson, de Lunéville, pour ceux qui situent un peu la Lorraine, des équipes mobiles qui ont des fonctions à la fois un petit peu de SAMU social, mais aussi de CARUD, c'est-à-dire d'assistance aux usagers de drogue, de réduction des risques dans la prévention des addictions. Bon, donc ça, pareil, là j'épaulais en fait plus concrètement des acteurs opérationnels dans la mise en œuvre de projets qu'on essayait qu'on dit innovant. Bon, le terme d'innovation il est un peu galvaudé, mais en tout cas on essayait de faire bouger des lignes, quoi, par rapport à l'existant. Et puis il y a aussi eu cette fameuse politique du logement d'abord, qui s'est déployée à partir de 2021 à l'échelle de la métropole. Alors, il y a plusieurs choses derrière le logement d'abord, et c'est d'ailleurs les travaux que j'ai plus récemment menés sur le sujet à l'IRTS désormais. Mais entre-temps, j'ai bossé pour la mairie. Je vais y venir. Expérience formatrice, je disais tout à l'heure. Politique du logement d'abord. Bon, il y a ce qu'on en fait au niveau général avec les médias. Il y a une politique nationale, des plans quinquennaux. Puis après, il y a comment les territoires se l'approprient et développent des priorités locales, des réponses plus ou moins différenciées en fonction des enjeux du territoire, en fonction aussi des ambitions que se donnent les territoires, hein, autant être honnête, et puis de l'existant et de ce qu'ils ont envie d'expérimenter dans ce cadre général de la politique du logement d'abord. Et puis il y a quand même aussi ce qu'elle en dit la recherche. Le modèle Housing First, qui nous vient des États-Unis, des années 80, plus généralement d'ailleurs outre-Atlantique, parce qu'il y a le Canada aussi qui était fer de lance là-dessus. Et qu'est-ce qui veut dire philosophiquement? Qu'est-ce qui veut dire au départ ce modèle Housing First, qui est devenu logement d'abord après quand il s'est élargi à l'ensemble de la population, plus seulement au public qui souffrait de troubles de la santé mentale. Et on y retrouve si vous voulez, des principes piliers d'intervention soutenus par une lecture particulière de ce qui dysfonctionnait dans le modèle antérieur, qu'on dit en escalier très progressif comme ça pour accéder hypothétiquement un jour à un logement. Là, l'enjeu est de retourner complètement la logique, mais de se donner les moyens de l'accompagnement aussi. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de donner un logement et de laisser les gens se dépatouiller avec ça.
Évidemment, il y a un accompagnement social pluridisciplinaire, intensif, qui prend des modalités particulières. En tout cas, tout ça en théorie. C'est ce qu'on a pu observer donc dans la situation nancéenne, à l'échelle de la métropole du Grand Nancy, où finalement, quand on va voir de près, on observe que, en réalité, les principes qui sont des principes théoriques, philosophiques, d'intervention, des principes piliers, qui font la réussite du logement d'abord tel qu'il est appliqué quand on le prend au sérieux, ces principes-là s'effritent, voire disparaissent au fur et à mesure de la mise en œuvre concrète de cette politique. Si bien que des acteurs institutionnels au niveau de la métropole à Nancy ou de l'État d'ailleurs, vont s'enorgueillir de mettre en place le logement d'abord, c'est formidable, regardez tout ce qu'on a fait. Et en réalité, ça bouge pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui bouge dans les lignes. Il y a quand même, et il faut le dire, un dispositif expérimental qui a pris les choses au sérieux, mais qui a concerné une quinzaine de personnes, qui était porté par l'ARS. Mais sur tout le reste de ce qui a été développé, finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan, et on se part des atours de la révolution et du changement de paradigme, etc. Donc le logement d'abord, c'est un étendard. Bien souvent, il faut voir aussi comment les collectivités territoriales et l'État au niveau local finalement détricotent tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Alors c'est pas une volonté, je suis pas en train de dire que c'est volontaire, mais ils s'affrontent à de nombreux obstacles dans cette mise en œuvre, et puis parfois ils renoncent aussi un petit peu à des ambitions, tout simplement, à des ambitions de changement parce que c'est plus facile, parce que on prend moins de risques, parce qu'il y a un jeu de chaises tournantes dans ces administrations qui font que un projet se lance. Un projet s'imagine avec des personnes, se lance avec d'autres, et puis s'évalue à la fin avec encore d'autres personnes. Autant vous dire que l'esprit d'origine, parfois, il a complètement disparu. Bon. Donc c'est des obstacles auxquels on s'affronte aussi en tant que sociologue quand on bosse avec ces acteurs-là, pour le côté un peu négatif parfois des choses. Et puis toujours sur votre question, Monique, en 2023-2024, j'ai une mission un petit peu intermédiaire à laquelle j'ai accepté de répondre. La municipalité de Nancy, sous l'égide de son maire Mathieu Klein, maire PS de Nancy, est venu me chercher parce que d'une certaine manière je suis identifié au niveau local comme expert un petit peu sur ce sujet-là, parce qu'ils avaient la volonté de développer ce qu'ils ont appelé le plan Errance, c'est-à-dire un ensemble donc porté par la municipalité cette fois, un ensemble de réponses à la fois sociales, sanitaires et sécuritaires, faut pas se le cacher, aux problématiques ou aux problèmes que posent des groupes de personnes marginalisées qui se réunissent dans l'espace public. Le plus souvent, on le sait, dans nos villes, aux abords de la gare, devant les supermarchés, des endroits qui étaient identifiés et que je connaissais, et notamment des groupes que je connaissais aussi. Donc ils ont fait appel à moi, mais on n'est pas passé par l'université cette fois, et je me suis retrouvé agent de la fonction publique territoriale dans le CCAS de Nancy, à essayer de faire avancer ces projets très concrets là. Finalement, mes compétences de chercheur, elles n'avaient plus aucun intérêt pour eux, et j'ai pas très bien vécu cette situation, quoique j'ai essayé de faire avancer les choses autant que je le pouvais, mais on se retrouve pris dans des considérations qui sont pas du tout celles de la recherche. D'ailleurs, on n'est pas là pour réfléchir. Et puis des rapports hiérarchiques très compliqués avec finalement ce millefeuille de management et de niveaux et de silos à travers lequel fonctionne la municipalité et la métropole. Et je me suis pas retrouvé du tout. Bon, ça a trait aussi à ma formation personnelle. Il faut le savoir, il y a des gens qui peut-être s'y adapteraient mieux, quand bien même ils auraient fait l'université et la sociologie. Néanmoins, faut être prêt quand même. Faut savoir que dans ce contexte-là, vous êtes un exécutant. Il s'agit de produire des devis, de faire un maximum de réunions, de passer des messages, mais on ne sait pas trop si à un moment donné ils vont être reçus. Il y a 12 priorités différentes qui sont affichées en même temps, mais en sourdine, il y en a une qui finit par prendre le dessus, et ça, c'est plus souvent la question sécuritaire en l'occurrence. Et en réalité, on n'a pas pu faire grand-chose. Et là encore, la municipalité, avec les enjeux électoraux et politiques qu'on peut légitimement lui prêter, ce qui est normal, va se parer de la réussite flamboyante du plan Errance. Alors bon, je suis pas mécontent, j'y ai participé, mais j'ai vu l'arrière-cuisine. Et en réalité, encore une fois, c'est bien, on a développé quelques petites choses, mais pas de quoi en faire des caisses, quoi.
Et puis il faut voir combien de temps ça dure. Voilà, on a monté une bagagerie solidaire avec la Croix-Rouge. Quand je dis on, là c'est la municipalité. Vu les rapports avec la Croix-Rouge et la municipalité étaient un petit peu tendus, chacun revendiquant son périmètre de pouvoir, etc. Bon, ça a fini par clasher, donc tout ça est remis en place. On a essayé de développer une halte soins addiction, une salle de shoot comme on dit vulgairement. On s'est heurté évidemment à de très nombreuses difficultés. On a déployé des choses qui sont ambitieuses sur le papier, un atelier des solidarités où on forme, on fédère et on optimise l'action des citoyens bénévoles, etc. Mais bon, j'attends de voir ce que ça va donner. Bien souvent, en fait, c'est pas des coquilles vides. Je voudrais pas être trop sévère, mais voilà, bien souvent entre le papier et les actes concrets, il y a plein de choses là encore qui se perdent. Voilà, une équipe de médiation aussi entre la police municipale et ces groupes là dont on parlait. Voilà, équipe de médiation qui va être attachée peut-être à la police municipale, donc qui va être largement entravée dans ses missions. Enfin voilà, il y a des enjeux comme ça. Voilà, c'est un milieu qui m'a finalement pas du tout correspondu. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Je comprends mieux comment ça fonctionne dans leur arrière-cuisine à eux. Et puis finalement, je suis en mesure de continuer à travailler avec eux, mais avec d'autres missions, d'autres compétences qui sont plus propres à celles que j'ai acquises et que j'aime mettre en place. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il s'est passé avec cet observatoire qui finalement n'a pas été créé comme il le devait? C'est un bel exemple du fonctionnement, à mon avis, pervers de nos institutions, et particulièrement des politiques publiques. Bon, sans quand même, enfin, il faut rappeler quand même le contexte, la conjoncture dans laquelle on se trouve, qui est une conjoncture, mais qui est due à des effets structurels quand même, faut pas l'oublier, avec cette difficulté de restriction budgétaire qui ont peut-être jamais été aussi fortes, même si on en parle régulièrement, c'est devenu un serpent de mer. C'est pour ça que je dis que c'est pas si conjoncturel que cela. Néanmoins, si on fait fi de ce contexte structurel, ce qui est une erreur en fait, puisqu'il est présent et il pèse, on a lancé à l'issue des travaux dont je vous parlais depuis 2017 en fait, avec la direction, tout à l'heure j'ai dit la direction départementale de la cohésion sociale, mais en fait c'est devenu en 2021 la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Et on a lancé avec ces acteurs qui sont les mêmes avec qui je travaillais depuis 2017 un projet d'observatoire qui était plus qu'un observatoire. Il s'agissait pas seulement de faire de la statistique régulière, ce qui est déjà bien autour de ces questions, mais il s'agissait aussi de déployer de la formation et déployer de l'expertise et de la recherche. On était plutôt sur un format de centre d'analyse et de ressources, quelque chose comme ça. Il nous a été demandé de préfigurer cela pour qu'on puisse, d'une certaine manière, arrêter de faire des one-shots, c'est-à-dire des missions d'1 an et demi, 2 ans, puis après on sait pas ce que ça donne, puis il faut remettre tout le monde autour de la table pour reconstituer des enveloppes, redéfinir des objets et relancer les choses. L'enjeu, c'était de pérenniser finalement la dynamique dans laquelle tout le monde s'était impliqué depuis 2017. Sauf que les agents de la fonction publique territoriale, je le dis, il y a un jeu de chaises tournantes, et puis les hauts fonctionnaires qui dirigent aussi les administrations d'État sont amenés à bouger. Et il y a eu une rotation qui nous a été, à mon sens, enfin c'est la théorie que j'en fais, qui nous a été préjudiciable. C'est-à-dire que les acteurs qui étaient à l'origine, qui avaient compris toute l'importance que pouvait avoir ce projet-là, ont eu tout juste le temps de le lancer, qu'ils ont été mutés ailleurs, si je puis dire, et remplacés par des personnes qui débarquaient, qui avaient déjà à prendre en charge, et je tiens pas, encore une fois, j'incrimine pas des individus, hein. Je pointe des logiques structurelles, point de vue de sociologue, typiquement là. Il s'agit pas d'accuser des personnes, mais bien de montrer comment des logiques de fonctionnement structurel, ici des configurations sociales, au sens de Norbert Elias, finalement, bride des potentialités d'action, et ici d'action publique. Donc ce jeu de chaises tournantes, et puis on a de nouvelles personnes pour le coup qui prennent des postes de direction et qui ont déjà, d'ailleurs en arrivant, faut déjà qu'ils prennent leur marque et qu'ils fassent tourner les choses de base qui doivent fonctionner. Nous, on est sur des projets expérimentaux, innovants, c'est des plus par rapport à d'autres territoires. Et donc, on a vite compris, avec en plus cette difficulté dans laquelle ont été placées les collectivités territoriales d'être finalement à l'aveugle par rapport à leur budget à venir,
les choses sont mortes dans l'œuf, quoi. Si bien que l'État est même pas venu à la restitution de ces 8 mois de travaux à 2 chercheurs à temps plein là-dessus. L'État n'est même pas venu, si vous voulez. Donc c'est un désengagement, mais c'est un affront aussi. Je veux dire, symboliquement, c'est un pied de nez, quoi. Et il a été impossible d'en échanger avec eux. Non, mais on fera pas ça. Voilà, ça c'était nos prédécesseurs. Il y a un projet semblable qui est comme ça à l'échelle de la région. Je vois pas pourquoi on le ferait au niveau du département. Bon, et donc voilà, il y a une enveloppe de 100 000 qui a été construite. Il y a des acteurs qui se sont bougés. Et je pense pas qu'il y a mon collègue et moi. Évidemment, nous on y met un petit peu de nos tripes. On fait de la recherche avec passion, mais il y a aussi des acteurs opérationnels qui ont suivi ça de près, qui s'y sont investis. Et puis tout ça pour que ça ne donne rien, quoi. Enfin rien. D'une certaine manière, moi à titre personnel, je continue à faire de la recherche. Je suis à l'IRTS depuis, parce que c'est l'IRTS qui a hébergé cette mission. Ça aurait pu être à l'université, mais on a fait le choix de l'IRTS. Et donc je continue mes activités au sein de l'IRTS, qui peuvent très bien être des activités de recherche, qui est un observatoire ou pas. Finalement, ce sont ces acteurs opérationnels qui y perdent parce qu'ils n'ont pas l'outil. Voilà. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner les principaux résultats de vos recherches? Ça dépend en réalité d'à qui on s'adresse. Il y a des résultats qui finalement se déclinent sous forme, je le disais tout à l'heure, de préconisations opérationnelles, c'est-à-dire des résultats qui vont plutôt concerner les travailleurs sociaux et leur manière d'intervenir, entre des rapports de proximité, de distance avec les usagers, des intérêts à mettre de la symétrie ou à limiter l'asymétrie avec le L apostrophe dans la relation d'assistance. Il y a des enjeux de ce qu'on appelle le bas seuil et l'allée vers, mais qu'est-ce qu'on met derrière et comment finalement il y a ce que j'ai pu identifier, c'est certaines colonisations des logiques de la réinsertion au niveau même de l'urgence sociale. C'est-à-dire qu'on a créé l'urgence sociale dans les années 90, Xavier Emmanuelli, les SAMU sociaux, les accueils de jour, en se disant, tiens, nos logiques de réinsertion, qui fonctionnent sur des bases assez on parle d'activation. C'est-à-dire qu'il s'agit de pousser les gens un petit peu au derrière pour qu'ils fassent des projets. Il y a des injonctions à la réinsertion, il faut rentrer dans les cases, on est assez contrôlé, il y a des rendez-vous, etc. Bon, ça c'est l'insertion. Ça peut s'entendre à un moment donné. Les gens, on les accompagne, mais c'est pas que l'assistanat, entre guillemets, même si le terme doit être déconstruit. En tout cas, il faut aussi, certainement, à un moment donné, pousser un petit peu d'une manière ou d'une autre. Bon, je le dis avec des pincettes. Mais on a inventé l'urgence sociale précisément pour des publics qui étaient, je le disais, pas en capacité ou pas en volonté de s'inscrire dans ces parcours-là, qui sont quand même contraignants, je viens de le dire. Et donc l'urgence sociale, normalement, c'était venez comme vous êtes, et pas de contrepartie. On vous demande pas de contrepartie. C'est de l'assistance à personne en danger, en gros, quoi. C'est quasiment une logique humanitaire derrière. D'ailleurs, c'était les médecins, les Emmanuelli, etc. Bon. Mais 20 ans plus tard, à Nancy du moins, mais ailleurs aussi, on s'aperçoit dans le discours des travailleurs sociaux, dans ces accueils de jour, au SAMU social, mais aussi dans les modes de fonctionnement, les règlements de ces dispositifs, que finalement, il y a déjà des logiques d'injonction et on est déjà presque un pied dans la réinsertion, si bien qu'ils perdent des publics. Ces dispositifs finissent par produire de l'exclusion, alors que c'était le dernier filet de sécurité pour les plus exclus des exclus. Et je disais en comité de pilotage autour des acteurs, je disais alors on fait quoi? On invente l'urgence sociale de l'urgence sociale pour ceux qu'on exclut de l'urgence sociale parce qu'ils sont pas assez adaptés ou parce qu'ils sont pas assez en volonté de s'insérer. Enfin, vous voyez, à un moment donné, c'est interminable. Donc, fallait rappeler un petit peu les origines du bas seuil, c'est-à-dire de la tolérance extrême. Voilà, monsieur vient alcoolisé, on va pas l'exclure pour ça. Monsieur a raté 3 rendez-vous, c'est pas grave, on va lui refixer un 4e parce qu'on est à la dernière porte, quoi. Et si on l'exclut, il ira où? Bref. Donc là, il y a des choses comme ça qui touchent les travailleurs sociaux. Il y a des choses qui, d'une certaine manière, concernent plutôt la sociologie, les étudiants ou les collègues chercheurs en sociologie. Et là, je vais essayer de le dire rapidement, mais la méthode que j'ai déployée, bon, finalement, elle vient confirmer un certain nombre de résultats qu'avaient obtenus des collègues par ailleurs. Il ne s'agit pas non plus de dire que j'ai rien révolutionné du tout. Néanmoins, j'ai pu pointer, en allant comme ça de groupe en groupe et en ayant un regard finalement non plus individuel. Je me suis concentré, évidemment, j'ai rencontré des individus. Mais ce qui a permis cette méthode, c'est d'observer ce que j'appelle désormais le monde de la rue, c'est-à-dire les interactions, les groupes, les rapports collectifs de la survie, comment ça se structure dans l'espace et en dehors aussi des espaces de l'assistance, mais surtout comment ça se structure collectivement.
C'est-à-dire que les gens, il y a de très fortes interconnaissances. Alors ça vaut pour la ville de Nancy, attention. Là, il y a un piège de l'ethnographie, c'est que ça vaut la représentativité. Si on va dans une grande métropole française ou européenne, certainement qu'il y a plus de monde, l'espace est plus étendu, et donc ces rapports d'interconnaissance que j'identifie à Nancy sont moins prononcés. Ou alors on les retrouve, mais à l'échelle d'un arrondissement, à l'échelle d'un quartier. Bon, c'est des choses qu'il faudrait comparer. Mais il y a aussi des logiques de hiérarchie, par exemple. C'est-à-dire dans ce monde-là, tout le monde connaît Joey. Joey, il est incontournable. Tout le monde connaît Chloé. Et Chloé, elle le dit d'ailleurs. Elle me dit, mais tu connais Plus belle la vie? Bah ici, c'est Plus belle la zone. Tout le monde se connaît. Et donc, c'est pas des gens qui sont si isolés que ça et qui se réfèrent les uns aux autres. Il y a des jeux de réputation, il y a des commérages, il y a des hiérarchies, il y a des groupes qu'on évite, des groupes auxquels on se réfère. Donc, il y a si vous voulez, il y a tout un fonctionnement informel, hein, mais une organisation collective de la survie et qui vient, et c'est là où ça devient intéressant, qui vient surplomber le rapport que les individus vont avoir à l'assistance. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la manière qu'on a de se référer à l'assistance, d'y recourir ou non, d'être le faillot ou pas, ça va jouer sur la place qu'on occupe dans les rapports dans la rue. Inversement, les rapports qu'on occupe dans la rue sont déterminés par le rapport, pas que, hein, mais aussi par le rapport qu'on a à l'assistance. Et donc il y a des liens à faire entre cette observation des coulisses, je disais tout à l'heure, du monde de la rue, et les modalités de réinsertion derrière, ou de non-recours à l'assistance qu'on peut observer. Voilà, je me suis beaucoup questionné aussi sur les enjeux identitaires, les enjeux symboliques. On pense que la survie, c'est une question matérielle. Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais dormir? Comment je vais faire un peu de pièces? Mais évidemment, ça se joue pas que là-dessus. Il y a des enjeux symboliques, identitaires, et parfois, on préfère galérer un peu plus, mais sauver la face. Et je dis parfois que des groupes, hein, alors il faut distinguer, il y a différentes manières de survivre, donc ce que je dis n'est pas valable pour tous, mais il y a des personnes pour qui la sécurité et le confort d'un foyer d'hébergement valent moins cher que la liberté et la valeur de la débrouille qu'ils vont trouver sous un pont, pour le dire vite. Et ça, il faut le comprendre. En fait, c'est rationnel. C'est pas simplement des gens qui veulent pas s'en sortir, des gens qui veulent pas un logement. D'ailleurs, quand on leur demande, ils veulent un logement. Par contre, ils veulent pas forcément payer le prix symbolique du parcours de réinsertion et des formes de domination qui vont s'exercer sur eux, des modalités de contrôle social qui vont s'exercer sur eux, et ils en deviennent experts du faible risque que ça aboutisse, donc des faibles chances qu'ils ont finalement d'aboutir. Donc, à un moment donné, c'est très rationnel. Et avec un regard extérieur, on pourrait se dire, bah, il y a des gens qui veulent pas s'en sortir. C'est pas du tout ça. Ça dépend comment on les aide. Bon, et puis j'en viens et je conclue vraiment là-dessus. On s'aperçoit de plus en plus que on peut révolutionner autant qu'on veut les modalités d'hébergement et l'assistance de l'urgence qu'on peut offrir, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de point de chute, c'est-à-dire des logements, ben on ne fait que faire circuler les gens dans le circuit de l'assistance, comme le dit Pascal Pichon, et finalement on produit une errance. Ce que montrent mes travaux, c'est que les gens sont pas en errance dans la rue. Ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent où ils vont. C'est assez structuré, c'est ça que je montre. Donc ils sont pas en errance. Par contre, ils sont en errance dans les institutions. Et c'est précisément la manière qu'on a d'aider les personnes institutionnellement qui produit cette errance-là, mais dans les institutions. On les place, on les déplace, etc. Et finalement, paradoxalement, on produit de l'exclusion par le système même qui est censé lutter contre l'exclusion. Ce podcast touche à sa fin. Nous remercions chaleureusement Thibaut pour sa participation et pour nous avoir livré ses méthodes et sa vision de la sociologie. Dans le prochain épisode de Sur les routes de la sociologie, on entre côté coulisses avec Marjorie, socio-historienne du théâtre et ancienne administratrice de compagnie théâtrale. Avec elle, pas de rideau sur les inégalités. On parle classe populaire, théâtre public et désenchantement militant. À partir de son travail sur Archives, Marjorie nous montre que sur la scène, les rôles sont distribués selon bien d'autres critères que le talent. Alors, prenez place avec nous. Destination les coulisses des politiques culturelles. Un épisode où la sociologie monte sur les planches et où les routes mènent aussi à Bobigny, Villeurbanne ou aux EHPAD de l'Ain.